Bonjour à tous, Emmanuel Attias. Donc moi j'ai fait HEC après une prépa à IPSUP où mes forces étaient l'économie et la culture G. Et donc depuis que j'ai intégré HEC en 2013, je donne des cours d'économie et j'accompagne des étudiants pour la préparation des concours. Et je suis également donc professeur sur la plateforme première et deuxième année cette année dans la préparation au concours sur la partie économie. Donc, l'idée de cette petite séance, la vidéo de 15 minutes, c'est de faire un petit débrief très rapide sur le sujet qui est tombé au concours. Donc, moi, ce que je dis toujours sur les sujets ESCP, c'est ceux qui sont les plus straight to the point, qui vont vraiment au cœur du programme. Donc, ceux en général qui connaissent parfaitement leur cours et qui maîtrisent parfaitement le programme, en général, sur les sujets ESCP, ils s'en sortent pas trop mal. Donc, le sujet, c'était faut-il qui se sont entraînés sur des annales qui sont déjà tombées au concours, c'est qu'il y a des sujets qui sont déjà tombés au concours, qui sont très proches du sujet qui est tombé. Peut-on considérer que la concurrence constitue le véritable moteur de la croissance économique? Ça, ESCP 2015, sujet très très proche. La concentration industrielle est-elle toujours un obstacle à la concurrence? ESCP 2006, c'est pratiquement le même sujet. Faut pas se mentir. Le rôle de la concentration des entreprises dans le développement depuis le milieu du 19e siècle, HEC 2000, et faut-il combattre les monopoles? Qui est proche, pas vraiment proche, mais un peu proche quand même, c'est la même thématique de la concurrence. ESSEC 2011, ceux qui étaient chez MyPrépa, comme on fait beaucoup d'annales, étaient préparés du coup à ce sujet-là. La question qu'il faut se poser quand vous avez un sujet toujours, c'est pourquoi ce sujet tombe maintenant? Pourquoi ce sujet tombe cette année? Pour le relier à l'actualité et produire des bonnes copies. Bon, le sujet il tombe parce que déjà Emmanuel Combe, il est prof à Schema, c'est un ancien membre des jurys des oraux de l'ESCP, c'est l'auteur de l'ouvrage de référence précis d'économie, c'est un des conseillers c'est pas une surprise. Ok. Bon, l'autre chose importante, et c'est là où il faut vraiment trouver l'actualité du sujet, c'est que dans un contexte de crise économique et financière comme on est en train de vivre actuellement, on peut s'attendre déjà cette année les concentrations industrielles vont être assez faibles. Par contre, sur les prochaines années, elles vont probablement être assez fortes. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui vont être considérablement affaiblies par la crise, donc leur valeur va être considérablement dépréciée, et donc d'autres entreprises vont pouvoir les racheter à prix cassé. C'est comme quand vous faites les soldes. Donc, et donc il y a plein de réflexions autour de ça, et notamment une des craintes du fait de la crise économique qu'il y a eu, et ça fait partie aussi du plan de relance, des plans de relance des différents gouvernements, c'est le fait que des puissances étrangères puissent racheter des champions nationaux ou des fleurons nationaux à prix cassé. Donc là, il y a des craintes que la Chine, les Américains viennent racheter des entreprises françaises qui font la force de la France. Donc c'est pour ça qu'aussi les plans de relance sont axés sur ça. Ok. Donc voilà. Ensuite, l'autre question qu'il faut se poser quand vous avez un sujet, c'est regarder les termes clés du sujet. Bon, concentration industrielle, c'est classique. Y a une définition toute faite. Vous la connaissez, vous la connaissez pas. Si vous la connaissez très bien, si vous la connaissez pas, tant pis pour votre pomme. Mais le terme qu'il faut analyser et sur lequel il faut se pencher un peu, c'est craindre. Faut-il craindre? Et la question qu'il y a derrière, il y a plein de questions en fait derrière cette question. Et tout l'intérêt de la façon dont vous traitez le sujet, c'est de répondre à ces questions sous-jacentes. Quand dit faut-il craindre, les questions qu'on se pose en sous-jacent, c'est pour qui? La crainte, elle est vis-à-vis de qui? Est-ce qu'elle est vis-à-vis des États? Est-ce qu'elle est vis-à-vis des entreprises? Est-ce qu'elle est vis-à-vis des ménages, des consommateurs, des producteurs, etc., etc. Et donc, il faut
avoir cette grille d'analyse du sujet en fonction de chacun des acteurs. Okay, et donc c'est en passant au crible l'intégralité des acteurs que vous allez produire une bonne copie. Okay, et pourquoi? Donc là, je vous ai fait la petite intro sans l'accroche, puisque l'accroche, bon bah c'est l'actualité que vous souhaitez mettre. Il y a plein d'accroches que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre typiquement le genre d'accroche que vous pouvez faire, c'est des exemples de fusion-acquisition qui ont soit merveilleusement réussi, soit qui se sont vautrés bien comme il faut. Enfin, une fusion-acquisition célèbre qui a eu lieu lors des dernières années et qui a été un échec total, c'est la fusion Bayer-Monsanto. Okay, voilà, vous pouvez parler de la fusion-acquisition Bayer-Monsanto pour dire que ça a été un échec total. Puisque le piège du sujet, enfin, l'étudiant lambda va se dire faut-il craindre un retour de la concentration industrielle, et il va analyser le sujet en se disant bon bah voilà c'est en gros c'est qu'un sujet sur la concurrence et donc quelles sont les craintes vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des consommateurs. Néanmoins bah pour les entreprises il y a aussi une question à se poser. Faut-il craindre un retour de la concentration industrielle? Pour les entreprises qui s'engagent dans ces concentrations-là, il y a des craintes à avoir. Énormément de concentration industrielle se solde par des échecs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler dans votre analyse sur votre copie. Okay, et l'autre terme aussi très important qui peut être sous-estimé, c'est le mot retour. Du sujet. Okay, et donc parler de toutes les concentrations industrielles qui a pu avoir lieu lors du 19e siècle, qui ont donné lieu aux réglementations aux États-Unis avec le Sherman Act et le Clayton Act, dans le but de mettre fin aux grands trusts de Carnegie, de Rockefeller, etc., etc. Donc c'est ce mot retour en fait qu'il faut aussi analyser. Donc la vision historique des choses. Ok. Et donc après c'est assez simple. La définition, la concentration industrielle désigne un regroupement d'entreprises qui entraîne une modification durable de la structure de marché, une perte d'indépendance des différentes entreprises regroupées et un renforcement du pouvoir économique de l'ensemble. Ça, c'est une définition que je vous propose. Il y en a d'autres qui sont tout aussi valables. Elle se mesure en fonction du nombre d'acteurs présents sur le marché, de leur dynamisme et de leur part individuelle sur le marché. Ça, c'est toujours intéressant dans un sujet de mettre toujours de mettre un indicateur qui explique voilà comment mesurer ce qu'on va analyser dans le sujet. Et donc là, il y a un indice. Quel indice? Je pense que même si le terme concurrence n'apparaît pas dans le sujet, il faut quand même le définir parce que c'est un sujet sur la concurrence. Ok. Et quand on dit faut-il craindre un retour de la concentration industrielle, une des questions sous-jacentes c'est pour la concurrence, okay, pour le bien-être de la concurrence. Donc moi je prendrai le parti de définir spécifiquement ce terme. La concurrence désigne la présence de plusieurs acteurs sur un marché qui sont en compétition pour accéder soit à une ressource, soit à des consommateurs quand il s'agit de gagner des parts de marché. Okay. Ensuite, très simple, vous faites une problématique qui reprend peu ou prou les termes du sujet. La concentration industrielle est-elle un danger pour la conservation d'un niveau concurrentiel suffisant? Ça, c'est ma problématique. Il y en a d'autres qui sont tout aussi valables. Mais l'idée, c'est de reprendre les principaux termes du sujet. Okay, le plan en 3 parties. Toujours dans les plans en 3 parties. Enfin là, vraiment, je vous conseille toujours au concours de faire des plans de 3 parties parce qu'on réfléchit toujours mieux en 3 parties. Et en progressif, en partant du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Le plus simple, les politiques de concurrence se justifient car les concentrations industrielles cherchent à acquérir un pouvoir de marché. Donc là, c'est toute la partie où vous allez faire de la microéconomie, mettre des graphes. C'est très important dans un sujet pareil. Enfin, tous les sujets, c'est un sujet de micro. Hein, c'est vraiment un sujet de micro ce truc-là. Donc tous les sujets de micro, il faut mettre des graphiques et les copies qui vont se distinguer au concours sont les copies qui auront mis des graphiques avec des analyses
qui montre bah voilà le surplus du producteur, le surplus du consommateur, le triangle de Hamburger, le graphique du monopole. Enfin voilà, faut vraiment envoyer la dose de graphique là-dessus pour expliquer bah voilà l'impact des concentrations industrielles quand ça amène à des monopoles ou quand ça amène à un pouvoir de marché en faveur des producteurs. Bah, sur le bien-être, l'impact que ça a sur le bien-être. Ok. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, combattre les concentrations industrielles est une nécessité pour préserver la dynamique de concurrence et d'innovation. Donc là, l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire que bah il faut craindre les concentrations industrielles parce que les concentrations industrielles elles empêchent les innovations. Puisque en fait, comme il n'y a pas de concurrence, bah, les acteurs sur le marché ne sont pas stimulés et ne sont donc pas poussés à trouver les meilleures innovations, le meilleur équilibre de coûts pour offrir les meilleurs produits au meilleur coût aux consommateurs. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et enfin, la troisième partie, combattre les concentrations industrielles ne doit pas faire l'objet d'une politique idéologique, mais plutôt pragmatique. Donc là, c'est toute une partie sur le rôle des institutions. D'un côté, les institutions européennes, puisqu'en Europe, c'est vraiment l'Union européenne qui gère tout ce qui est concurrence, ce qui se passe au niveau des États, et donc aussi l'idée que bah, toutes les concentrations industrielles ne sont pas à combattre. C'est pour ça que je dis voilà, il faut pas être idéologique mais pragmatique, c'est-à-dire que parfois il y a des concentrations industrielles qui bénéficient à tout le monde. Le cas des monopoles naturels, par exemple, ou quand il y a la volonté de créer des champions nationaux ou des champions régionaux qui ont pour but voilà de s'insérer dans le commerce international et d'être compétitifs. Voilà. Concrètement, en Europe, on peut considérer qu'il y a un monopole sur les avions qui est détenu par Airbus. En Europe, on n'a pas créé plusieurs constructeurs d'avions. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens de construire plusieurs producteurs d'avions. Pareil aux États-Unis, il y a un seul producteur d'avions, c'est Boeing. Et Boeing, c'est le champion national. Okay, donc il y a des logiques comme ça où bah ça vaut le coup d'avoir un monopole. Je prends le cas des chemins de fer. En France, on a la SNCF, c'est un monopole. Ok. En Angleterre, il n'y a pas de monopole sur les chemins de fer. Et pourtant, les chemins de fer anglais sont bien gérés que les chemins de fer français. Donc il y a toute cette réflexion à mener sur le fait que il faut pas juste détruire tout au long du sujet les concentrations industrielles et dire qu'elles sont mauvaises pour le consommateur, pour la concurrence, pour l'État, etc., etc. Mais il faut à un moment donné donner les avantages aussi des concentrations industrielles. Qu'est-ce qu'elles apportent aux différents acteurs? Et elles apportent aussi des choses. Ok. Bon, et puis après vous avez le plan détaillé. Je vous laisse en prendre connaissance pour l'analyse de ce sujet. Évidemment, il y a des auteurs qui sont incontournables. Vous pouvez pas traiter ce sujet sans parler de Baumol, sans parler de Schumpeter, sans parler de Walras et des analyses des néoclassiques. Il faut bien évidemment faire un laïus sur toutes les conditions de la concurrence pure et parfaite, en quoi les concentrations industrielles viennent menacer chacune des conditions de la concurrence pure et parfaite. Donc voilà, faut les passer au crible les unes après les autres. Et je pense que ensuite, ce qui différencie les excellentes copies des très bonnes ou bonnes copies, ce sont des exemples concrets. C'est-à-dire que pas faire que de la théorie et de l'histoire, mais donner des exemples concrets de concentration industrielle qui ont pu se faire. Et donner les différents types de concentration, donc les concentrations verticales, les concentrations horizontales et les concentrations conglomérales. Et donner à chaque fois un ou deux exemples sur chaque type de concentration, une qui a réussi, une qui a échoué, et les raisons des échecs et des succès. Et là, si vous faites ça, vous avez une copie parfaite. Et encore une fois, comme il n'y a pas d'euro cette année, je pense que ça va être une façon pour les correcteurs de discriminer encore plus en se disant bon voilà,
les étudiants qui ont fait l'effort de donner des exemples concrets qui montrent voilà, qu'ils se sont vraiment intéressés à l'actualité, qui se sont pas bornés à juste faire du bachotage et à apprendre par cœur des théories, des chiffres et de l'histoire, mais qui sont allés un peu plus loin en voilà en se renseignant au fur et à mesure, en donnant des exemples, etc., etc. Bah eux, je pense ils seront réellement bonifiés. Voilà donc pour cette petite analyse du sujet en un quart d'heure.